Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence live Before Bank. C'est bientôt les vacances et qui dit vacances dit rentrée, oui. Quand on parle d'argent, on parle de budget et on anticipe. Et donc on pense un coup en avance et on pense notamment à cette rentrée, mais aussi aux vacances. On va voir ensemble avec nos deux invités comment gérer au mieux ces vacances d'un point de vue financier, bien sûr, et puis anticiper cette rentrée. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Elodie Toustou, journaliste spécialisée à l'Express Votre Argent et Mieux Vivre Votre Argent. Bonjour Elodie. Bonjour. On a l'habitude de vous avoir sur ce plateau, on est content de vous retrouver. Et puis Laurence Allard, qu'on a aussi croisé sur le plateau de Décideur TV, rédactrice en chef chez Le Point. Absolument. Bonjour Laurence, Bonjour, bienvenue. Bien gérer son budget de vacances et bien atterrir à la rentrée, c'est le thème de cette émission et ça commence tout de suite. Bien sûr, je vous invite à poser toutes vos questions en direct à nos spécialistes. On est là pour y répondre. On va commencer peut-être par une question de base, mais est-ce que quand on est en vacances, on s'intéresse à ces questions d'argent ou est-ce que justement les vacances, c'est pas une période un peu privilégiée pour un peu moins compter ? Alors oui, c'est une période pendant laquelle on aimerait dépenser sans compter. Et en général, on n'est pas le nez sur ses comptes quand on est sur son lieu de villégiature. Néanmoins, maintenant, on a des nouveaux moyens qui ont émergé grâce à nos banques, par exemple, des applications qu'on peut télécharger sur son smartphone, sur sa tablette, et qui permettent de monitorer son budget au jour le jour. Ouais, donc ça ne nous lâche pas. Même sur la plage, on peut en permanence accéder à ses comptes. D'ailleurs, j'étais surpris, je ne sais plus où j'ai entendu ça ou lu ça, je crois qu'un des premiers réflexes des Français quand ils se réveillent le matin, c'est d'aller sur leur compte bancaire. Oui. C'est vrai ? Oui, pour voir un peu la situation. Au jour le jour. Pour être sécurisé. Mais je pense qu'aussi pour avoir des bonnes vacances, il faut mieux anticiper et prévoir et s'entourer de tous les moyens justement pour ne pas avoir à regarder ses comptes et à avoir des soucis. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit toujours. En fait, faire un budget. Oui. Ou mettre en place les outils qui permettent d'être sécurisé, d'être tranquille et de ne pas avoir d'inquiétude. En général, les Français préparent leurs vacances à l'avance, ils anticipent justement, ils économisent. Alors généralement, oui, les Français sont quand même très prévoyants, notamment sur les vacances d'été, qui sont des vacances sans doute les plus importantes de l'année, où on part plus longtemps que pendant les autres vacances. Donc un sondage récemment disait qu'il y avait seulement un tiers des Français qui s'y prenaient vraiment à la dernière minute. Donc on peut supposer que tout le reste anticipe largement les deux tiers. ces vacances. Puis il y a eu une bonne nouvelle, la baisse du prix du pétrole a permis de dégager un budget vacances un peu plus important. Et donc les Français y comptent. C'est une économie de combien cette baisse du prix du pétrole ? Parce qu'on voit des chiffres spectaculaires sur le baril, mais est-ce que dans le portefeuille finalement des Français ça se ressent ? C'est très sensible parce que ça a joué sur la facture du chauffage, ça a joué sur la facture des kilomètres parcourus, tous ceux qui ont une voiture. Et donc beaucoup ont économisé et ont consacré cette économie à partir un peu plus longtemps, un peu plus loin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'en effet, on parle vacances, mais la rentrée est une période compliquée. Il y a la rentrée des classes pour beaucoup, il y a les impôts aussi, locaux. Il y a quelques mauvaises nouvelles. Le retour est difficile souvent. Oui, il y a quelques mauvaises nouvelles. Il y en a sur les impôts locaux où la facture va augmenter du fait de la baisse des dotations de l'État et puis du fait du relèvement du seuil de la base. Donc là, la hausse... Ça, on le sait déjà à peu près ? On a les chiffres ou pas ? Si, on sait que 1,9%, ça sera le relèvement de la base imposable, avant même l'application de l'augmentation du taux. Ah oui. Donc on a déjà 1,9% déjà d'acquis. S'ajoute le taux voté par les communes, que ce soit les mairies ou les départements. Donc la note est forcément plus élevée, même si les communes sont sages et n'augmentent pas, il y a une augmentation d'1,9%. Donc déjà, il y a une hausse incontournable. Et de plus en plus, le budget est important. On sait que les impôts locaux, qui étaient autrefois supportés facilement, représentent pour certains ménages un mois de salaire. C'est lourd. Ouais. Elodie, cette période de rentrer dans l'atmosphère après les vacances, là, la réalité vous rattrape. Elle vous rattrape très très vite, elle vous rattrape dès le mois d'août. Parce que pour les juvétistes qui partent, par exemple, au mois d'août, ils vont recevoir leur avis d'imposition déjà. Donc peut-être que s'ils ont déclaré en ligne, ils savent déjà combien ils vont payer. Mais là, ça se matérialise très concrètement au mois d'août parce que les avis d'imposition arrivent et qu'on est face... On voit la note exacte. Voilà. Et donc, plus on l'a budgété, plus on a l'information, plus on le vit bien quelque part et moins on se retrouve avec des surprises ou une angoisse. Parce que le fait de ne pas savoir, finalement...
ça peut être aussi un frein pour passer de bonnes vacances, de se dire, voilà, je ne sais pas si ça va être 1000, 2000, 3000 mais à la c'est rentrée. pas toujours facile à calculer. On a le plafonnement du quotient familial qui a été alourdi, Ouais. donc ça, c'est pas toujours facile à calculer. Et puis, on a la baisse des allocations familiales pour les revenus aisés, j'allais Donc dire. encore des mauvaises surprises là, de ce Donc, côté-là. voilà, ouais. Donc, c'est pas si facile à budgétiser. Ouais, c'est sûr. Après, la solution, c'est bien évidemment de passer à la mensualisation des impôts. Comme ça, on a un échéancier qui permet quand même de savoir quelle somme on va devoir sortir à quel moment. Et, Ça de, peut être, et de les étaler jusqu'en voilà. novembre, décembre. C'est Voilà. ça. Comment est-ce qu'on peut anticiper ces dépenses de vacances? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des checklists? Est-ce qu'il y a des sites? Est-ce que vous faites des articles sur la question? Il y en a qui empruntent, il y en a qui n'hésitent pas à avoir recours au crédit, profitant des taux bas actuels. On peut aller voir son banquier, il vous dit ok, c'est pour partir en vacances, c'est pas forcément pour acheter une voiture ou une maison ou C'est pas le même prêt, c'est des prêts Ouais. personnels, c'est À des la avances. consommation. Voilà, c'est même pas des prêts à la consommation, c'est plutôt des avances de trésorerie que font. Mais parfois, on peut aussi puiser dans son épargne. Il y a beaucoup Ouais. de gens qui puisent dans le livret A, puisque maintenant le taux est tombé à 1%, c'est moins intéressant. Donc ils se disent, bah, écoute, autant faut le dépenser. autant le dépenser, autant se faire plaisir ou Ouais. de faire plaisir à ses proches. Donc ça, on voit une baisse, une décollecte du livret A. Et puis, il y en a qui puisent un peu dans leur assurance vie, puisqu'on peut retirer de l'argent jusqu'à un certain montant sans fiscalité. Élodie, est-ce qu'il y a des gros postes? Enfin, le gros poste, on imagine, c'est l'hébergement, hein, Ouais. peut-être le transport. ouais. Il y a le transport, alors ça dépend où on part, mais le Mm. transport est un poste important, mais l'hébergement arrive au-dessus de tous les autres postes en vacances. Donc il y a beaucoup de Français, bien évidemment, qui ont une résidence secondaire ou une famille très accueillante. Donc du coup, c'est un moyen d'annuler ce poste de dépense ou tout du moins de le réduire à sa portion congrue. Et alors, il y a d'autres systèmes qui se développent pour ceux qui n'ont pas justement de famille accueillante grâce aux nouvelles technologies, à Internet. Hein. Il y a de plus en plus d'échanges. Hein. On est dans cette sharing economy, cette Tout à fait. économie du partage. Alors tout à fait, ça a commencé avec le couchsurfing. Alors, c'est quoi le couchsurfing? Ça veut dire le surf de canapé, en fait. C'est tout à fait en ça. bon Alors, français. dans le pire des cas, c'est un canapé. Après, on peut avoir de très bonnes surprises avec des gens qui ont des chambres d'amis qui peuvent les mettre à disposition, y compris de famille. D'accord. Et moyennant une rémunération ou Alors gracieusement? non, là, il n'y a pas de rémunération. Vous êtes accueilli C'est pas gracieusement. Airbnb, hein? Non, c'est pas Airbnb où là, on paye vraiment son hébergement. Là, à contrario, on est accueilli par un hôte, donc il est là quand on arrive sur son lieu de vacances. Et si on tombe bien, c'est un hôte qui peut vous faire découvrir sa ville, son pays, qui peut Et c'est vraiment quoi vous l'intérêt accompagner. de l'autre? C'est de la compagnie, il aime bien jouer aux échecs, ça lui permet, ou au Scrabble, ça lui permet d'avoir un partenaire le soir? Ce sont des gens qui ont adopté un mode de vie où ils ont envie de partager, de tout partager, y compris leur logement. Voilà, c'est Ça comme se développe ça. beaucoup, Ouais, ça? mais souvent, ils s'inscrivent sur un site et eux aussi en profitent quand ils partent en vacances. Souvent, c'est des personnes qui partent en décalé en Ah, donc il y a un septembre, petit octobre. côté échange Et aussi. voilà, il y Tout a à un fait. petit côté d'échange. Pas Mais- chez les mêmes, mais il y a en communauté. Mais c'est complètement gracieux. C'est Et complètement on est dans le gratuit. troc, en fait, ou C'est ça. même dans le don, là, parce qu'il n'y a pas de contrepartie Complètement. demandée. Alors bien évidemment, il est toujours recommandé d'arriver avec un petit cadeau pour son hôte, mais boîte de évidemment, chocolat, ça fait plaisir. voilà, tout à fait. Et puis après, il y a aussi une autre manière de partir qui est rigolote et qui peut être sympathique pour les familles, c'est le woofing. Le woofing, alors, Alors, comment s'écrit le woofing? Alors c'est 2 W au début, 2 O F-I-N-G, Ouais. et ce sont Ça des... veut dire quoi, woofing? Alors, mon anglais. Alors en anglais, je serai incapable de vous le traduire. Néanmoins, je vais vous expliquer ce que c'est, ce sera le plus simple. Ce sont des agriculteurs bio qui ont des exploitations et qui accueillent sur leur exploitation gratuitement des gens pour un court ou un moyen séjour, en l'échange de la participation aux travaux de la ferme. Voilà. D'accord. Donc ça peut être un moyen très économique et en même temps Et écologique aussi. écologique aussi, et puis en même temps Pédagogique. très pédagogique. c'est Ouais, ça. ouais, ça permet de retourner proche de la nature et de voir comment ça se passe. De comment ça se cueillir passe. des abricots ou des pêches Tout à pendant fait. 2-3 heures. C'est sportif en plus. Oui, et puis on a un joli bronzage à la fin Ouais, du donc séjour. on voit qu'il y a quand même des solutions qui se mettent en place complètement gracieuses et intéressantes. Il y a tout, on parlait des transports, hein, il y a tout ce qui est Blablacar et compagnie, Tout hein, à fait. sharing, partage de voitures, covoiturage, qui sont payants. Il y a peut-être aussi des systèmes gratuits qui vont se mettre en place, non? Alors, pour le covoiturage, on peut dire que ça a double sens. C'est-à-dire que vous pouvez partir en vacances en covoiturage parce que vous n'avez pas de voiture ou que vous jugez les prix des trains trop élevés. Mais ça peut être aussi une famille qui a une place dans sa voiture et qui va dire, tiens, on va accueillir quelqu'un qui participe aux frais d'autoroute ou aux frais de péage. Donc ça va vraiment dans les deux sens. C'est à la fois, on peut faire des économies et à la fois, on peut, alors pas gagner de l'argent parce que c'est pas l'objectif, mais du moins amortir ces frais de transport sur la route des vacances.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte dans son budget vacances? Il y a les aléas après, il y a tout ce qu'on ne prend pas en compte en fait. Ça, il y a des règles aussi, comment est-ce qu'on évalue ce qui n'est pas évaluable? Il y a tout ce qui concerne les assurances. On peut d'abord contrôler avant de partir si on est bien couvert pour tout, pour ses destinations, pour sa voiture, si on part avec sa voiture. Et souvent se rapprocher de sa compagnie et de son assureur et voir quel service ils offrent. Parce que souvent, oui, souvent, on est trop couvert en fait, on prend trop d'assurance. C'est-à-dire que quand on va louer une voiture, on vous demande une assurance supplémentaire qui est déjà incluse dans votre carte bleue parfois, sans le savoir. On est parfois trop couvert aussi, on connaît mal ce pourquoi on est couvert. On sait mal que la mutuelle ou votre assureur peut vous envoyer une voiture, vous dépanner, vous prêter la voiture si vous arrive un souci mécanique, etc. Donc je pense que c'est bien avoir aussi les applications. Parfois, on peut prévenir son assureur avec son mobile qu'il est arrivé tel ou tel incident. Et plutôt que de se gâcher les vacances et de rentrer, j'allais dire, penaud chez soi, il y a maintes solutions pour contrevenir à cet incident et passer de bonnes vacances. Et pour revenir sur les applis, il y a une appli qui est très pratique qui s'appelle l'appli Fluo, F-L-U-O. Ouais. Et c'est une petite appli sur laquelle vous allez choisir votre banque, vous allez choisir la carte bancaire dont vous êtes équipé et vous allez avoir directement accès à toutes les assurances et garanties qui sont comprises dans votre carte bancaire. Souvent, génial, on les mésestime. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de savoir ce à quoi on a droit et d'anticiper un peu. Ils ont compilé toutes les conditions générales de vente qu'on lit jamais, écrites en petit quand on signe une carte bleue. Et puis là, quand on a besoin, on ne sait jamais où c'est. Donc on peut l'avoir Fluo. Exactement. Une bonne appli. Quand on a une carte bancaire, d'ailleurs, c'est la fédération bancaire qui le rappelait, il faut savoir que ce n'est pas plus cher de retirer de l'argent en Europe qu'en France. Beaucoup de gens ont peur et plutôt que de payer des frais supplémentaires, emmènent de l'argent quitte à se faire voler ou à le perdre. En réalité, en Europe, je parle bien en Europe, c'est moins vrai dans les autres pays, mais en Europe, quand on retire de l'argent, c'est la même chose qu'en France, avec les mêmes conditions, donc sans frais. Donc c'est pas comme le téléphone, il n'y a pas de roaming, voilà. On peut retirer dans un DAB facilement et on n'est pas obligé de passer la frontière avec trop de cash. C'est nouveau parce que ça ne l'était pas autrefois. C'est pour ça peut-être qu'il y a cette hantise. Les Français se sont parfois fait piéger dans les années précédentes. Donc voilà, mais maintenant c'est comme ça en Italie, en Espagne ou en Belgique. Ça c'est une bonne question parce que est-ce qu'il faut prendre du cash, garder sa carte bleue, est-ce que, en attendant le téléphone portable qui permettra de payer, mais... mieux vaut quand on va en Europe prendre sa carte avec toutes les garanties liées à la carte si on la perd, avec pouvoir prévenir et autres, et les remboursements qui vont avec, que d'emmener du cash et de se faire, hélas, voler son sac à main ou son porte-monnaie. Ouais. Alors il y a une alternative aussi, il y a des cartes bancaires prépayées qu'on peut créditer d'une certaine somme et partir avec en vacances si on a peur du vol ou de la perte de sa carte. Voilà. Donc ça, c'est pour les enfants, c'est une bonne solution. Tout à fait. D'accord. Alors, on a des questions d'internautes. Si, Octave qui demande « Bonjour, dois-je déclarer mes revenus liés à la location de mon appartement via Airbnb ?» Ah oui, alors, on rappelle, Airbnb, ça permet en effet, là pour le coup, moyennant finance, d'être hébergé chez un particulier. Le particulier touche de l'argent. Est-ce qu'il faut déclarer ses revenus? Parce que c'est vrai, les vacances, ça peut être aussi un moyen de gagner de l'argent. On voit celui qui va dépenser, mais dans l'autre sens. C'est comme le quand c'est son domicile, sa résidence principale, il y a une tolérance. Alors, je ne sais plus jusqu'à quel montant. Je n'ai pas les seuils. Je ne sais pas si Elodie là. Moi, je n'ai plus le seuil en tête. Mais il y a un seuil qui permet largement de couvrir une location de vacances. Et on n'a pas à le déclarer. Voilà, si c'est occasionnel. Si c'est occasionnel. Après, c'est vrai que la mairie de Paris avait dans le collimateur les particuliers qui avaient institutionnalisé un peu la location de leur logement. Oui. Mais là, si c'est occasionnel... Occasionnel, il n'y a pas de déclaration et ce n'est pas à être déclaré. Il faut regarder sur le site impôt.gouv.com. Voilà. .fr, je crois. .fr. Ouais. Johanna, les courses de rentrée scolaire peuvent-elles s'anticiper avant les vacances? Alors tout à fait, et ça s'anticipe même dès juillet. Et même dans 2 semaines, parce qu'il y a un rendez-vous commercial qui est quand même incontournable pour les Français, ce sont les soldes. Ouais. Et dans 2 semaines, c'est les soldes. Donc quand on a des enfants notamment, on sait que l'habillement et les chaussures, ça représente quand même le gros aussi des achats qu'on fait à la rentrée. Là, c'est un moyen d'anticiper. Pour les affaires de sport, pour les choses comme ça. Les soldes, c'est déjà un bon moyen même de s'équiper d'un ordinateur, parce que c'est vraiment le seul moment de l'année durant lequel les commerçants peuvent vendre à perte. Donc on peut avoir des prix très intéressants sur plein de produits.
Après, on voit, il y a les soldes, et aux soldes succède dans la grande distribution la rentrée scolaire. Donc on va dire dès la mi-juillet, on voit déjà les rayons se garnir avec des promotions qui sont liées. Voilà. Il y a beaucoup plus de promotions en juillet-août qu'en septembre, et on peut avoir des prix plus intéressants si on anticipe. D'accord. Voilà. Une question d'un internaute Kargat qui rebondit sur le woofing avec un G. Où est-ce qu'on peut trouver les adresses, demande-t-il? Alors, vous avez un site qui s'appelle, alors je crois que c'est woofing.com. Woofing.com, ça s'écrit 2W2OFING.com. Ça, on pourra le repréciser après, mais voilà. Alors, ça fonctionne sur la base, je crois, d'une association. Donc, il faut adhérer à cette association pour une somme qui est modique. Et après, on peut avoir accès au réseau et accès aux exploitants qui accueillent. Et partout dans le monde, j'imagine, parce que c'est pas un concept franco-français. Je pense, mais déjà en France, il y a pas mal de territoires ruraux à explorer. Donc c'est le concept des fermes auberges, mais en effet, moyennant ramassage cueillette. Est-ce que c'est intéressant de partir en last minute? Parce que c'était un concept qui s'était pas mal développé, soit on réserve très tôt et on bénéficie de prix intéressants, c'est le yield management, soit on part à la dernière minute. On a vu que les Français anticipaient plutôt, ça marche pas autant que ça, le dernier... Bon, si ça marche, il y a toujours des candidats. On voit qu'il y a 30% quand même des Français qui se décident à la dernière minute. Et c'est l'occasion de faire des bonnes affaires. Tout à fait, oui, bien sûr, ça peut être 10, 20, 30, 40% de réduction sur un voyage. Alors après, il faut avoir des dates plutôt flexibles parce que si c'est par exemple des croisières ou des voyages organisés, il faut pouvoir partir quand le voyage démarre. Il faut être plus souple. Il faut être plus souple sur la destination, sur la durée. Tiens, on va en Égypte plutôt qu'en Suède. Voilà, exactement. Okay. Et même je pensais à la SNCF, il y a beaucoup de gens qui réservent très tôt pour avoir des conditions exceptionnels. J'entendais ce matin que même les billets à 10 €, on pouvait les avoir pour un Paris-Marseille en TGV, dès lors qu'on s'y prenait 9 mois à l'avance. Donc voilà. Alors, il y a maintenant beaucoup de sites qui se sont développés pour la revente, parce qu'on a eu un empêchement. Le marché secondaire se développe, et donc ça peut être un moyen, quand on a pris un billet non échangeable, non remboursable. Comme, à 10 €, on peut le revendre 8 € au dernier moment. Donc on peut parfois récupérer sa mise, parce qu'on a peur d'anticiper. Qui sait ce qui est dans 8 mois, ce qui peut se passer, ou dans 6 mois, ce qui peut passer. Bon, il y a toujours cette solution de dernière minute qui permet de sauver un peu son investissement. Mais ça ne marche pas pour les billets d'avion, il faut mettre son nom, je crois, non? C'est ça? Non, ça marche pour la SNCF. Pour les billets électroniques, c'est plus compliqué. Alors, Jean-Édouard demande, bonjour, si je perds ma carte bleue sur mon lieu de vacances à l'étranger, comment puis-je me débrouiller pour avoir de l'argent jusqu'à la fin de mon congé? Alors ça dépend sans doute des établissements. Néanmoins, moi, ce que je conseillerais, comme je l'ai dit au début, c'est de télécharger avant de partir l'application de votre banque. Vous allez renseigner votre numéro de compte, vos coordonnées. Et cette application, normalement, si elle est bien faite, vous avez des onglets qui peuvent vous permettre de déclencher des procédures d'urgence, notamment quand vous perdez votre carte ou quand on vous la vole. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire avant de partir. Oui, et les banques ont des réseaux, souvent, c'est le cas en Europe, ont des réseaux et peuvent vous envoyer une autre carte assez rapidement. Alors c'est vrai que ça peut poser quelques problèmes, mais on peut peut-être obtenir aussi un virement pour payer l'hôtel, si c'est le cas de l'hôtel, ou pour payer la location de sa voiture. Mais c'est vrai que pour vivre au jour le jour, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est vrai. Tim demande comment bien répartir son budget sur les vacances pour en profiter un maximum. Est-ce qu'il y a une allocation idéale? Alors idéal, non, ça dépend de chaque profil. Il y a autant de budget possible que de profils possibles. Néanmoins, on peut se fixer des limites. Et là encore, je reviens à l'application des banques. Comme au casino. Comme au casino, c'est ça. On dit on ne va pas dépenser plus de 500 € pour nos loisirs, par exemple. On ne va pas dépenser plus de 200 € pour notre restaurant. Sur ces applis bancaires, on peut mettre des limites et on est alerté dès qu'on s'en approche. Donc ça peut être un moyen aussi de dire, je me suis fait plaisir, mais là, il va falloir peut-être que je me calme un peu. Voilà. Avec des limites de limites, en fait. C'est ça, tout à fait. Du warning. Une question de Charlie. J'ai bouclé mon budget en début d'année. Que faut-il ajuster d'ici la rentrée? Y a-t-il eu des changements depuis? C'est-à-dire quelqu'un qui est très consciencieux, qui a commencé à réfléchir à ses comptes au mois de janvier, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises ou des bonnes surprises? Alors, les mauvaises surprises, c'est les impôts. Donc, oui, les impôts locaux, on en a parlé un peu. Les impôts sur le revenu. Les bonnes, c'est le prix du brut, du pétrole. Donc là, on peut peut-être réviser son budget essence. Voilà. D'accord. Bon. Et puis il y a une autre mauvaise nouvelle aussi sur le front des allocations familiales qui a été officialisé par un décret la semaine dernière.
Pour les familles les plus aisées, qui ont les revenus les plus élevés, les allocations familiales vont être divisées soit par 2, soit par 4. D'accord. Donc ça, on en verra les effets au mois d'août, quand seront versées les allocations du mois de juillet. Donc il y a à peu près 500 000 familles qui vont avoir une très mauvaise surprise. Bon, on pense à elle. Laurence, vous êtes une spécialiste du patrimoine aussi, parce qu'on part en vacances, mais il ne faut pas pour autant oublier, cette dimension. Voilà. Eux, ils ne partent pas forcément en vacances. Et c'est vrai que l'été, parfois, alors je pense à la bourse, peut être assez agité. L'été peut être souvent, le mois d'août est souvent l'occasion de fortes baisses et un peu moins de fortes hausses. Mais il y a eu beaucoup d'événements vers le 15 août, des années, je crois qu'il y en a eu 8 sur 10 où il y a eu des moins-values, entre guillemets. Donc il faut prévenir. Surtout qu'on a eu quand même des fortes accélérations, des fortes hausses depuis le début de l'année, même si ça s'est un peu agité ces dernières semaines. Mais comment est-ce qu'on part serein alors ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on a un portefeuille que l'on gère en direct, il faut soit le surveiller tous les jours si on est et si on veut vraiment décrocher, passer des ordres à court limité, c'est-à-dire je vends dès que l'action est descendue en dessous d'un certain niveau, plutôt vendre. On peut aussi acheter dans ce cas-là si on veut profiter des bonnes occasions, mais c'est surtout vendre avant d'éviter, quand on a fait une belle plus-value, 20%, la bourse a pris 20% entre janvier et avril. Si on veut sauvegarder ça, faut mieux passer à un ordre et limiter les baisses. Quitte à se priver de hausse, mais il faut mieux sécuriser. Ou alors, il y en a aussi qui utilisent le moyen de couverture, c'est-à-dire profiter d'outils financiers qui permettent de gagner de l'argent quand les marchés baissent, et c'est une espèce d'assurance. Oui, mais là, il faut être très vigilant. Alors, on peut aussi se rapprocher de son conseiller en gestion de patrimoine quand on en a un, ou de son banquier, et faire le même raisonnement en lui disant je veux sécuriser ou je vous donne telle ou telle consigne. Ça, les banques et les conseillers en gestion de patrimoine, en général, ne prennent pas de vacances. Ou en tout cas, ils ont des équipes qui il reste un se stagiaire relayent. dans le coin. À part les actions, il y a d'autres choses à surveiller en termes de patrimoine ? C'est surtout ça qui... pas l'assurance vie, il n'y a aucun souci, mais c'est pareil, il y a des fonds qui sont à l'intérieur de contrats multisupports et qui ne sont pas gérés, parce que la compagnie d'assurance, elle, ne vend pas, etc. Donc là, il faut peut-être aussi se rapprocher, voir s'il ne faut pas donner des ordres à l'avance. Alors, toujours d'un point de vue un peu macro... Il y a des ordres automatiques. On peut maintenant, dans les contrats d'assurance vie, passer des ordres de déclenchement. Dès que la plus-value est de 10%, je vends, ou dès que le cours a baissé de 10%, voilà. Et il y a aussi une problématique plus générale. On a des taux d'intérêt extrêmement bas pour l'instant. C'est pas sûr qu'au deuxième semestre, ça se poursuive. Ils ont commencé à remonter déjà. Absolument. On anticipe aussi une remontée aux États-Unis. Enfin bon, tout ça, c'est très difficile et je veux dire, tous les experts se sont trompés. On a eu une crise l'été dernier, au printemps 2014, où on a cru vraiment que les taux repartaient. Et puis, ça a duré 3-4 mois et les taux ont de nouveau baissé. Donc, c'est très difficile de faire des prévisions. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut acheter tout de suite sa voiture parce qu'on aura des taux plus intéressants ou c'est pas forcément un arbitrage En tout cas, on n'aura plus de baisse des taux. Aussi, voilà. Donc, soit on reviendra à ce qu'on a connu il y a 15 jours, mais on ne connaîtra pas de baisse des taux. Donc, si on a une dépense à faire, mieux vaut la faire. On a plus de risques d'une hausse des taux que d'une baisse des taux. On n'a pas parlé, Elodie, des comparateurs de prix. C'est aussi un outil qui s'est beaucoup développé. Oui. Est-ce qu'il y a des comparateurs en particulier sur lesquels aller ? Est-ce qu'il y a des choses... Alors on pense évidemment, puisqu'on va prendre la route et que beaucoup de Français partent en famille dans leur voiture personnelle, on peut bien évidemment penser à l'application du gouvernement sur les carburants. Ça permet de choisir la station-service dans laquelle... Comment elle s'appelle cette application ? Je crois que c'est carburant.gouv.fr. D'accord. Sans certitude aucune. Mais voilà, ça permet de savoir où se rendre pour trouver le carburant le moins cher. Donc ça, c'est une application incontournable utile, sur la route des vacances. Voilà. Oui, il y a beaucoup de comparateurs de prix aussi pour les billets d'avion. Oui. Alors, il y a énormément de comparateurs de prix. Effectivement, on peut trouver, selon ce qu'on recherche, les prix les moins chers, parce que souvent, c'est l'option qu'on choisit, c'est de trouver les prix les moins chers. Moi, ce que je conseille néanmoins, c'est, une fois qu'on a trouvé un séjour ou un vol qui est intéressant au niveau prix, aller quand même voir sur le site de la compagnie si le prix n'est pas encore plus intéressant. Parce que des fois, les commissions qui sont prélevées par ces sites sont importantes. Et
on ferait mieux d'aller vérifier si sur le site de la compagnie, c'est pas plus favorable. Idem pour les hôteliers. C'est vrai pour les hôtels, oui, puisque maintenant, les hôteliers ont obtenu de ne plus être exclusifs avec e-booking, par exemple, notamment, et de pouvoir pratiquer eux aussi leurs propres réductions. D'accord. Donc ça va changer un petit peu la donne. Donc il faut comparer les comparateurs, c'est-à-dire avec aussi les sites des émetteurs, c'est-à-dire des hôtels ou des compagnies aériennes. Donc on n'en finit pas de comparer finalement. Ça devient un métier. Parce qu'en fait, ces compagnies ou ces hôtels cherchent à desserrer le joug finalement de ces comparateurs qui avaient beaucoup de pouvoir. Et donc en forçant les gens, en bénéficiant des meilleurs prix sur le site, c'est un moyen de le faire. Ils étaient bloqués, ils devaient consentir le meilleur prix au site et le site leur prenait 40% de commission ou de choses comme ça. Donc là, ils ont retrouvé la liberté. Et je pense que ça va énormément jouer à la baisse. Bon, donc voilà un bon conseil, allez voir sur les sites des uns et des autres en direct pour comparer. Et souvent, les conditions, par exemple, pour annuler sont meilleures. D'accord. Et avec des prix qui changent aussi presque au jour le jour, parfois. Oui, c'est ça. Surtout plus on se rapproche des dates de départ. Alors ça dépend sur les destinations qui sont très demandées. Évidemment, les prix vont pas baisser, mais on peut trouver quelques petites pépites. Et là, on reparle du early booking, c'est-à-dire se décider au dernier moment, mais sans être très arrêté sur le choix de sa destination ou sur sa date de vacances. Sur les hôtels, ça peut aller jusqu'à 40% de baisse. D'accord. Une question de François. N'est-ce pas un piège, les vols et séjours pas chers pour consommer beaucoup plus sur place ? Ça dépend des réseaux que vous empruntez aussi. C'est vrai qu'il y a certaines destinations, et je pense notamment à la Tunisie qui a beaucoup souffert du terrorisme, où on peut accéder quand même à des séjours all-inclusive, boissons inclus, buffet midi et soir inclus. Donc ça dépend vraiment des destinations. Et sur cette notion de sécurité, terrorisme ou autre, est-ce que c'est quelque chose que les Français prennent en considération de plus en plus ? On parlait... on le voit sur les destinations. C'est vrai que tous les pays du Maghreb, que ce soit la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, souffrent encore. Et souffrent encore. Et donc malgré justement des discounts. Au profit des Canaries, des Baléares et de l'Espagne cette année. Ouais. C'est un mouvement très, très, très net. La Grèce aussi, est-ce que les problèmes... Alors la Grèce attire. Parce que les prix sont vraiment très très bas. Quels sont vos réflexes quand vous partez en vacances, mesdames ? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous attachez beaucoup d'importance ou un petit conseil les petits conseils, moi c'est toujours le même, je ne vais pas varier, c'est toujours d'anticiper, c'est-à-dire de s'y prendre plusieurs mois à l'avance et puis de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Je pars dans telle ville ou dans tel pays, qu'est-ce que j'ai envie de faire, combien ça va me coûter, toujours d'anticiper au maximum et puis après de se réserver une petite enveloppe quand même pour les petits plaisirs si on en a envie. On anticipe à quelle échéance ? C'est-à-dire est-ce qu'il faut préparer d'un an sur l'autre ces vacances ? C'est quoi la bonne... ou est-ce que c'est en janvier qu'on prépare l'été Là, ça dépend vraiment aussi du budget de chacun. Il y a des gens qui vont économiser pendant 2-3 ans pour se payer une belle croisière, un beau séjour. Il y en a d'autres qui vont faire ça à la dernière minute parce qu'ils ont un budget confortable. Donc ça dépend vraiment des profils. C'est vraiment une question de mentalité. Il y a beaucoup de gens qui l'été partent en famille et ont des vacances peut-être pas, entre guillemets, pas si chères que ça parce qu'elles vont dans les maisons des grands-parents ou des amis, etc. Ce qui coûte plus cher, c'est les vacances intermédiaires. C'est les vacances que l'on prend à deux ou en famille entre novembre et mai. Et souvent, on voit ce décalage où l'été, on dépense moins à la limite que pour ces voyages qui permettent de se ressourcer, mais qui sont moins programmés. Est-ce que la crise est passée par là ? Est-ce que le budget vacances coûte moins cher ou est-ce qu'on dépense moins en vacances ? Oui, le budget vacances est un peu replié. Néanmoins, ça fait plusieurs années que c'est le cas. Mais les gens veulent continuer à se faire plaisir aussi. C'est pas celui qu'on coupe le plus. Voilà. Celui qu'on coupe le plus, c'est l'habillement, on le sait. On rogne un peu sur la nourriture. Ce sera plus la rentrée où on serrera la ceinture et on fera plus attention. Ok, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées ensemble, qui vous semblent importantes ?
Je pense par exemple à sa maison ou son appartement, enfin, c'est-à-dire que l'endroit qu'on quitte pour aller en vacances, est-ce qu'il y a des choses on peut le auxquelles... sécuriser. On peut Oui, le sécuriser, mais même d'un notamment. point de vue financier, est-ce qu'on peut faire des économies? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut résilier un contrat l'espace de 15 jours, 3 semaines? Est-ce que ça vaut le coup? Une suspension de contrat, alors si c'est pour votre box internet, Ouais. non, Non, il ne faut pas y a rêver. Non, Ça on- marche pas comme non, ça, non, marche pas. on peut faire des échanges. On peut faire des échanges d'appartements, par exemple, qui est un moyen de sécuriser. Il y a beaucoup de gens qui le font Ouais. uniquement dans ce but-là. D'ailleurs, en se à disant, fait. il y aura quelqu'un chez moi et ça évitera Il faut avoir confiance en cette personne aussi. d'afficher une maison vide ou des Bien choses comme sûr. ça. Alors Donc, et en même temps, cette personne entretient la maison, entretient le jardin, garde des animaux domestiques garde aussi. des animaux domestiques. Les enfants, non? Non. Pas encore. Bon, ça viendra peut-être. Et donc, oui, d'un point de vue contrat ou financier, il n'y a pas de choses particulières. Parce que ça, c'est aussi un moyen peut-être de Ouais. rentabiliser sa résidence principale quand Tout on à fait. part. Alors ça, on peut louer sa résidence Mm. principale quand on part, en passant par Airbnb, Medicasa ou les sites qui sont dédiés. Ou échanger gratuitement. Ou échanger gratuitement. Voilà. Donc, ou on peut gagner de l'argent ou profiter d'un lieu de vacances gratuitement parce qu'on a confié son logement à quelqu'un d'autre. Donc, comme pour le covoiturage, ça peut rapporter. Mais en termes d'assurance, il n'y a aucune compagnie Non. qui programme. Ouais. Voilà. Non, non. Ça viendra peut-être. Parce qu'on est dans un monde de plus en plus à la demande, sur mesure, flexible, non? Il y a la guerre des prix déjà beaucoup sur les assurances dommages, il y a RD comme on dit, Ouais. donc ça paraît difficile que ils consentent encore un rabais là-dessus. On l'a en auto, où on a par exemple des assurances au kilomètre qui permet de moduler le tarif en fonction du nombre de kilomètres parcourus dans l'année. Donc, par exemple, si vous partez pas en vacances avec votre voiture une année, vous avez parfois peut-être intérêt à regarder ce qu'offre votre compagnie en termes d'assurance auto. C'est peut-être la seule chose que je vois. Ouais. Il n'y a pas une grosse marge de manœuvre de ce Non. côté-là, hein. Si on revient à la rentrée, qu'est-ce qui devrait permettre de gagner aussi de l'argent? Parce qu'on parle beaucoup d'économie, mais on peut s'intéresser à la partie revenus. Est-ce qu'il y a des pistes de ce côté-là intéressantes, hein? Pas forcément pour gagner de l'argent. Après, à la fin, au cours du mois d'août, pour certaines familles, verser l'allocation de rentrée scolaire. On va dire que c'est la seule rentrée d'argent qui peut concerner. Si on a une maison, notamment en province, on peut toujours accueillir un étudiant chez soi, louer une chambre à un étudiant parce qu'il y a un manque de logement pour les jeunes, pour les étudiants. Donc ça peut être l'occasion pour certaines d'avoir un petit personnes complément de revenu. d'avoir un petit complément de revenu tous les mois et de ne pas être seul pour les personnes un peu isolées, d'avoir une compagnie ou une personne qui vous rendra des services. Ça, c'est toujours d'actualité. Les gens n'y pensent pas assez, C'est vrai. mais ça peut être une location qui n'est pas forcément intrusive. Ouais. Et d'autant que c'est pas fiscalisé si on ne dépasse pas certains plafonds Voilà. par mètre carré, donc ça peut être très intéressant. Bon, donc ça c'est possible, mais Uber Pop, hein, partager sa voiture, c'est pas possible. On peut partager sa maison, mais pas sa voiture. Si on peut partager sa voiture, si on s'en sert pas les week-ends, on peut la mettre à la disposition. Ouais. Ou si on part en vacances, c'est vrai que j'ai oublié, et qu'on laisse sa voiture à l'aéroport, il y a un certain nombre de sites qui relouent la voiture le mois ou la quinzaine pendant laquelle vous êtes parti, avec beaucoup d'assurance qui protège la voiture et qui évite de payer le parking à l'aéroport. C'est ça. Bon, en fait, c'est génial. On a l'impression que il y a beaucoup d'innovations qui permettent de boucher ces interstices ou en Voilà. tout cas d'essayer de se glisser pour optimiser les actifs, hein, éviter qu'ils ne dorment et Oui. essayer de faire des revenus. C'est ça, des c'est une grosse revenus tendance. complémentaires, c'est des petites ressources. Voilà, donc j'imagine ce qu'on pouvait dire. On a vu l'essentiel ou est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez mentionner? Pour la rentrée, un dernier petit conseil pour les fournitures scolaires. On l'a vu dans la grande distribution, il y a beaucoup de promotions. Maintenant, sur Internet, il y a de plus en plus de sites qui proposent de faire ses courses en ligne et qui sont spécialisés dans les fournitures de rentrée. Donc, ces sites promettent entre 10 et 50% de réduction par rapport aux grandes surfaces. Bon, je demande quand même à avoir les 50%. Néanmoins, ça peut être un moyen simple et facile de faire ses courses de rentrée sans avoir à se déplacer au supermarché un samedi. En Quand on revient de évitant, vacances. parce qu'il y a toujours des produits d'appel. Donc, Voilà, c'est ça. voilà. Se méfier des promotions qui font acheter. C'est la règle de la distribution. Oui. C'est ça. Merci beaucoup, Elodie Toustou. Je rappelle que vous travaillez à l'Express Votre Argent. Merci, Laurent Salard. Vous êtes au point pour tous ces conseils éclairés. Je vous souhaite aussi un bon été. Vous également qui Bonnes nous avez vacances à tout le suivis. monde. Bonnes vacances et n'oubliez pas votre crème solaire si vous allez au soleil. À bientôt.